Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui et de présenter mes idées. Je dois vous avertir que le français n'est pas ma langue maternelle, alors je vais essayer de me débrouiller le mieux possible. Mais c'est la première fois que je présente en français, alors je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. Ok, alors je vais présenter mes idées sur la décentralisation et séparation de la source dans la gestion des eaux usées. Et je veux vous donner une mise en perspective internationale. Je suis chef de groupe de recherche à l'EAVAC, c'est l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau. Et c'est un groupe de recherche là qui fait des recherches qui utilise les sciences sociales. Et voici la structure de ma présentation. Je vais d'abord donner un peu de contexte, puis parler de la nécessité de changement de paradigme dans la gestion de l'eau et de l'assainissement, puis présenter des initiatives phares internationaux et parler des opportunités pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie dans ce domaine. Alors ça, c'est pour vous donner un peu de contexte de ce qu'on fait à l'EAVAC. L'EAVAC a vraiment plus de 20 ans d'expérience dans la gestion décentralisée de l'eau urbaine avec une perspective mondiale. Alors, on a vraiment travaillé autour du monde avec des projets de recherche, mais aussi avec des projets d'implémentation. Et moi-même, j'ai travaillé en Europe, en Suisse, mais aussi aux États-Unis, à San Francisco et à New York. J'ai vécu 2 ans en Chine et maintenant j'organise un projet assez grand en Inde, à Bangalore. Et c'est tout sur ce sujet de la gestion décentralisée circulaire des eaux usées. Et ce qu'on peut observer parmi ces projets, c'est vraiment qu'il y a une transition qui est en cours dans le secteur mondial. Et qu'on a fait la recherche de base et des expérimentations pendant les 20 ans passés. Mais maintenant, ce que moi, c'est vraiment de plus en plus l'adoption à grande échelle de ces idées de la gestion de l'eau décentralisée. Et la question clé, c'est vraiment comment peut-on accélérer l'adoption à grande échelle de ces idées très radicales. Alors ça, c'est le système comme il existe aujourd'hui. Vous connaissez tous très bien ce système linéaire que Fabien a aussi présenté. Et le système a fonctionné assez bien pendant les 2000 années passées. Ça a été inventé par les Romains. Et le système n'a pas vraiment changé trop. Et maintenant, en futur, c'est vraiment la question si ça peut encore fonctionner comme dans le passé. Il y a de plus en plus de pression sur ce système. Il y a une pression très claire, c'est le changement climatique, qui fait la disponibilité de l'eau potable est de plus en plus volatile dans toutes les parties du monde. Et ça crée des problèmes dans ce système linéaire. Puis, il y a l'urbanisation rapide. Il y a dans des villes qui grandissent très rapidement. Et là, c'est vraiment difficile de planifier un système centralisé en dimension juste. Et aussi, ça crée des problèmes. Et puis, il y a les ODD et il y a cette idée de l'économie circulaire qui demande de plus en plus qu'on peut récupérer l'eau, mais aussi les nutriments et l'énergie dans les eaux usées. Et ça, c'est aussi vraiment difficile dans un système linéaire. Alors, la vision que on est en train de créer à l'EAVAG avec nos partenaires globaux, c'est de créer cette vision d'une gestion des eaux usées décentralisée et circulaire. C'est vraiment de tourner les bâtiments dans des petits systèmes de récupération de l'eau, mais aussi de l'énergie et aussi des nutriments, comme présenté par Fabien. Et le problème maintenant, ce n'est plus qu'il nous manque des technologies pour réaliser cette vision, parce que les technologies, ils existent et ils sont disponibles sur le marché. Mais le problème est vraiment comment est-ce qu'on peut diffuser, implémenter ces idées à grande échelle. Et je vais argumenter aujourd'hui qu'il y a une transition mondiale en faveur de cette vision. Alors, ce qu'on peut voir de plus en plus, c'est qu'il y a des initiatives phares qui réussissent autour du monde. Et il y a aussi des projets très intéressants qui sont mis en œuvre maintenant
autour du monde. Et il y a de plus en plus des acteurs aussi globaux qui entrent dans ce domaine et qui poussent cette vision d'une décentralisation de la gestion des eaux et de l'assainissement. Il y a de plus en plus des bonnes pratiques technologiques et aussi des bonnes pratiques organisationnelles pour cette vision. Et on peut vraiment dire qu'il y a, oui, de plus en plus de mouvements dans cette direction au niveau global. Le problème, c'est que ce n'est pas facile de créer un changement profond dans le secteur de l'eau et de l'assainissement parce que le secteur est vraiment fixé dans un paradigme très fort. C'est l'infrastructure centralisée qui existe depuis une centaine d'années. Et il y a des technologies très maturées, il y a une culture professionnelle, il y a la connaissance des marchés, des pratiques qui sont vraiment très fortes et qui sont vraiment stables et difficiles à changer. Et alors, dans les études d'innovation, ce qu'on dit, qu'en essence, si on veut changer ce que on veut, comment dire, le régime sociotechnique. Pour changer ce régime, on a besoin de changements à deux autres niveaux. Le niveau, c'est le niveau de la landscape, c'est des changements de dynamique au niveau paysage. Oui, paysage. Des changements politiques, des guerres, peut-être des nouvelles idées comme les ODD qui peuvent ouvrir des fenêtres d'opportunité pour le changement plus radical. Et en même temps, on a besoin de changements au niveau des niches technologiques. Alors, il faut expérimenter avec des solutions qui sont vraiment différentes du régime dominant. Et s'il y a de succès avec cette expérimentation, on peut arriver à des solutions qui peuvent vraiment qui peuvent vraiment changer cette trajectoire de ce régime. Et moi, je pense qu'au moment où on est plus ou moins ici dans la transition du secteur de l'eau et de l'assainissement, ça veut dire qu'on a fait des expérimentations pendant 20 ans et on a des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent de plus en plus. Et il y a maintenant des solutions qui sont assez matures pour vraiment entrer le régime et changer ce qui se passe dans le cœur du secteur. Et ce qui est intéressant aussi, si on fait la comparaison avec le secteur d'énergie, c'est que dans cette deuxième phase qu'on entre maintenant, le changement peut être assez rapide. Alors, dans la transition énergétique, ce qu'on a vu, c'est aussi qu'on a eu l'expérimentation pendant 20 ans, 30 ans avec l'énergie éolienne, l'énergie solaire et tout ça. Et après ces 30 ans, le changement et la diffusion de ces innovations a été assez rapide. Et ça a créé des problèmes pour les acteurs dominants dans le secteur parce qu'ils n'étaient pas assez vite à s'adapter à cette nouvelle innovation. Et je pense vraiment que c'est comparable maintenant dans le secteur de l'eau et l'assainissement. On a des solutions différentes qui sont prêtes à cette diffusion. Mais la question, c'est, on ne sait pas encore c'est quelles solutions qui seront adaptées, où et comment. Ça, c'est encore une question très ouverte. Alors, je vais vous montrer quelques projets phares internationaux qui sont vraiment intéressants. Selon moi, un exemple, c'est la ville de San Francisco aux États-Unis, qui est une ville qui est en train de grandir et il n'y a pas assez d'eau potable pour toute la ville. Alors, ils avaient vraiment un problème de créer une nouvelle source d'eau qui est résiliente au changement du climat. Et la solution qu'on a trouvée là, c'est que la ville a installé des petites usines de réutilisation de l'eau sur site dans les grands bâtiments dans la ville. Et il y a plus de 50 petites stations d'épuration qui sont distribuées dans la ville maintenant. Et il y a 50 plus qui seront installées dans les années prochaines. Le deuxième exemple, c'est le système Trererut. C'est à Helsingborg, en Suède. Et c'est une solution vraiment différente. Ce qu'on fait là, c'est qu'on a fait un système complexe de récupération des ressources qui, au moment, sert environ 900 personnes. Et c'est vraiment un écoquartier qui
a une solution qui peut vraiment récupérer toutes les ressources qui sont contenues dans les flux de déchets locaux. Et le troisième exemple, c'est la réutilisation décentralisée de l'eau à Bangalore, en Inde. Cette ville a des problèmes similaires aux problèmes de la ville de San Francisco. La ville est vraiment en train d'exploder. Il n'y a pas assez d'eau potable. Et alors, ce qu'on a fait aussi là, c'est qu'on a installé 3000 petites stations de traitement et de réutilisation de l'eau usée installées à travers de la ville. Ce qui est intéressant là, c'est que l'eau est réutilisée pas seulement dedans les bâtiments, mais aussi réutilisée avec des clients extérieurs. Alors, on peut vendre l'eau à des clients extérieurs. Je vais expliquer ça dans une minute. Oui, il y a un quatrième exemple, c'est la séparation à la source de l'urine à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris. Mais Fabien a déjà expliqué un peu ce qui se passe là, alors je ne vais pas le présenter maintenant. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas une solution universelle, mais il y a des solutions qui sont adaptées au contexte de ces différentes villes. Alors, pour expliquer un peu plus en détail, ça c'est la solution qu'on trouve souvent à San Francisco. Et, depuis 2015, la ville oblige tous les nouveaux bâtiments, les bâtiments grands, à réutiliser l'eau grise sur place. Et le système qu'on trouve souvent, c'est qu'on fait la collection des eaux grises. Puis il y a le traitement assez compliqué. Il y a des bioréacteurs avec des membranes. Et puis aussi la désinfection. Et on crée une source d'eau de service qu'on peut utiliser dans les machines à laver pour le refroidissement, aussi pour arroser les fleurs et pour les toilettes. La gestion est très intéressante ici, c'est des entreprises privées qui planifient les systèmes, qui les installent et qui font aussi l'opération et l'entretien. Et comme ça, on a une organisation qui est responsable pour toute l'échelle de valeur et comme ça, les systèmes fonctionnent assez bien dans la ville. Il y a aussi des opérateurs certifiés, il y a des contrôles réguliers par le département de la santé publique pour garantir que la qualité soit assez haute de cette eau réutilisée. Et c'est vraiment un cas de succès. Maintenant, cette idée elle est répliquée dans des autres villes aux États-Unis, à New York, mais aussi en Florida et au Colorado. Et on voit qu'avec ce système, les nouveaux bâtiments, ils peuvent économiser entre 40% et 90% de l'eau potable. Ça dépend un peu du système installé, si c'est un bâtiment de résidence ou un bureau. Le système à Helsingborg, c'est plus compliqué. C'est une solution semi-décentralisée. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait la collection, on fait vraiment la séparation de sources. Et il y a une centrale de récupération dans le quartier qui fait le traitement de ces différents types d'eau et de déchets. C'est en opération depuis 2020. Il y a 900 personnes connectées. À la fin, ce sera 2500 personnes qui sont connectées à ce système. Il y a le traitement différenciel. Alors, il y a d'abord les eaux grises qui entrent dans un traitement qui est très similaire de celui qui existe à San Francisco. Et au moment où il n'y a pas de marché pour l'eau traitée, alors on passe l'eau traitée dans les égouts. Mais l'idée, c'est de la réutiliser dans une piscine publique dans le quartier à la fin. Oui, les eaux noires entrent et aussi les déchets de la cuisine, ils entrent dans un autre type de traitement. Ce sont des réacteurs anaérobiques qui produisent le biogaz qui est réutilisé par les autobus de la ville. On produit un engrais qui est utilisé par l'agriculture et aussi un amendement de sol qui peut être utilisé par l'agriculture. Et la gestion ici, c'est la responsabilité reste avec les services d'assainissement local NSVA qui font les installations et aussi l'opération de ce système. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est
qu'il n'y a aucun flux de déchets. On a vraiment une récupération presque complète de l'eau, de l'énergie et des nutriments qui existent dans le écoquartier. Le troisième exemple, c'est la réutilisation décentralisée de l'eau à Bangalore. Et ici, on a aussi depuis 2005, la ville oblige tous les nouveaux bâtiments avec plus de 20 appartements de traiter et réutiliser les eaux usées en place. Et c'est fait avec des systèmes plus simples de ceux qui existent à San Francisco. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait la collection de toutes les eaux usées. Et il y a une station d'épuration au sous-sol de ces bâtiments. Et à la fin, on produit une eau de service qu'on réutilise pour les toilettes, pour la machine à laver, aussi pour arroser les fleurs. Et ce qui est vraiment intéressant, on a aussi créé l'eau de service qu'on peut transporter à des clients dans le quartier. Normalement, c'est des blanchisseries, des centres commerciaux, des bureaux, des chantiers qui utilisent cette eau traitée pour construire des bâtiments ou pour le refroidissement et ce petit usage. Aussi, ici, la gestion reste avec des entreprises privées. Aussi, les associations des résidents jouent un rôle important. Et puis, il y a aussi des opérateurs tiers qui jouent un rôle très important dans ce système-là. Alors, avec ça, c'est vers 20% des eaux usées de la ville gérées sont traitées dans une structure décentralisée avec ce marché pour les eaux usées qui est vraiment unique au monde. Il y a aussi des obstacles. Tous ces trois exemples sont des exemples de succès, mais il y avait aussi tant des obstacles à installer cette solution à grande échelle. À San Francisco, le problème principal, c'était les coûts. Pour la ville, c'est un modèle de gestion assez économique parce que c'est des acteurs privés qui payent pour l'installation et l'opération de ces systèmes. Mais pour eux, pour les habitants de ces bâtiments, il y a des coûts assez chers parce qu'ils doivent garantir que la qualité de l'eau traitée soit toujours très haute. Il y a des contrôles dans des laboratoires locaux qui sont très, très coûteux. Ça c'est un problème au début. Puis aussi, l'exploitation et l'entretien de ces systèmes est assez difficile. Et aussi, on manque un cadre juridique au début. La ville a vraiment créé un nouveau cadre juridique seulement pour ces systèmes décentralisés de la gestion de l'eau usée. Et avec ce nouveau cadre, maintenant, l'exploitation et l'entretien est devenu beaucoup moins cher et ça fonctionne de plus en plus dans un monde efficace. Mais encore aujourd'hui, il faut adapter ce système pour le faire plus efficace et moins cher. À Helsingborg, les problèmes principaux étaient différents. Le problème, c'est vraiment là qu'on manque de marché pour les produits de traitement. Surtout l'engrais et aussi l'eau de service qui est produit localement sont trop chers. C'est vraiment difficile à trouver des clients pour ces engrais qui sont plus chers des engrais qu'on peut acheter sur le marché normal. On a manqué de planificateurs spécialisés, de fournisseurs de technologies et aussi d'installateurs, surtout pour les égouts sous vide qui sont installés là. Au début, c'était vraiment difficile de trouver des entreprises qui étaient spécialisées dans cette technologie. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et aussi, la diffusion dans les centres-villes est très lente parce qu'on a besoin d'une planification complexe et à long terme. Et souvent, il y a le problème qu'avec ce système, on crée des liens entre des services publics qui ne sont pas connectés normalement. Alors là, on a dû connecter les services de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie de la ville. Et c'était vraiment difficile de créer une coordination, une vision parmi tous ces services différents. Bangalore. Ici, le problème, c'est vraiment les cadres réglementaires et le contrôle de qualité. On a manqué de normes, l'application des normes était très faible. Aussi coordonner l'offre et la demande des eaux usées traitées, c'était très difficile. Et on avait des faibles incitations financières pour les locataires des bâtiments
entretenir le système qui fonctionne bien. Et maintenant, la situation a vraiment changé et on voit de plus en plus des modèles économiques qui vraiment fonctionnent bien, qui créent un petit profit pour les locataires de ces bâtiments parce qu'ils peuvent vendre l'eau usée traitée à des clients extérieurs. Alors, on voit que la plupart des barrières ne sont pas techniques, mais elles sont sociales et institutionnelles. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut penser de ces barrières principaux sociales. Et là, parmi ces projets de recherche, nous avons créé ce cadre conceptuel qui identifie 6 ressources clés qu'il faut créer pour faire ces technologies fonctionner bien. Alors, une ressource très importante, c'est créer ces cadres juridiques qui sont adaptés aux problèmes de ces stations d'épuration distribuées. Puis, il faut créer des structures industrielles et du marché, comme j'ai expliqué avec Bangalore. Il faut créer des arrangements financiers pour les locataires, pour les entreprises, aussi pour les gouvernements locaux qui fonctionnent. Il faut créer de la connaissance, compétence et capacité aussi avec les opérateurs de ces systèmes. Il faut créer de la légitimité avec les utilisateurs, avec les acteurs politiques surtout. Il faut montrer que ces systèmes alternatifs peuvent fonctionner au même niveau comme le système centralisé qu'on connaît très bien. Et à la fin, il faut démontrer que ces systèmes aussi créent des avantages au niveau de la durabilité et de l'égalité sociale. Alors, normalement, dans ces 3 cas de succès, on a dû créer des actions stratégiques à long terme dans ces 6 domaines interdépendants. Et les acteurs ont dû créer des réseaux sociaux et des écosystèmes d'innovation qui peuvent fournir ces 6 ressources clés. Et souvent, c'est vraiment des initiatives phares qui sont le contexte décisif où on peut créer ces systèmes d'innovation qui fonctionnent bien. Alors, pour finir, je veux retourner à la question, alors, c'est quoi les opportunités pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie dans ce domaine? Et je n'ai pas parlé de la séparation des sources d'urine maintenant, mais je crois vraiment que là, il y a une fenêtre d'opportunité unique pour l'agence au moment, parce qu'on a vraiment créé un contexte ici qui est unique au monde, avec la subvention pour la séparation des sources d'urine qui est déjà en place, avec des projets d'implantation très intéressants à Saint-Vincent-de-Paul et Paris-Saclay. On a déjà des projets phares qui sont presque finis. Et on a aussi l'expertise technique de pointe avec l'école de Pau, OCAPI, INRE, le réseau de l'assainissement écologique. C'est vraiment un écosystème unique. Alors, je crois que si on continue d'investir dans cette solution d'une manière stratégique, on peut vraiment renforcer le rôle de région phare mondiale dans ce domaine. Et je crois qu'il y aura tant de visites par des experts du secteur du monde entier qui vont venir ici et étudier ce qui se passe dans ces projets de phare. On a déjà ces visites des experts des États-Unis et aussi de l'Australie. Je crois que ça pourrait vraiment être renforcé dans le futur. Si on réalise ces projets, on peut aussi contribuer à la résolution de divers ODD interdépendants dans la région. C'est ça que Fabien a aussi présenté. Et en moyen terme, si cette innovation est vraiment réalisée à grande échelle dans la région, je crois qu'on peut vraiment créer des économies considérables d'eau, d'énergie, mais aussi des coûts. Alors, c'est quoi la stratégie pour devenir un acteur clé dans cette transformation mondiale du secteur? Je crois qu'il faut vraiment soutenir la mise en œuvre de la séparation de sources d'urine dans la région, qu'il faudra mettre en place et soutenir une chaîne de valeur complète, des collectes des urines au traitement, au transport, jusqu'à l'utilisation en agriculture et aussi la valorisation dans les marchés alimentaires.
et créer ces réseaux sociaux et un système d'innovation qui peut fournir les six ressources clés que j'ai présentées juste avant. Et si tout ça fonctionne bien, je crois vraiment que l'agence euh, euh, de l'OCE Normandie pourrait être un acteur décisif qui peut ouvrir une nouvelle trajectoire dans ce régime mondial. Alors, ma vision, c'est vraiment que dans 10 ans, ces systèmes de gestion des eaux usées décentralisés et circulaires vont se développer et prospérer dans les villes du monde entier, et en particulier en France, et en particulier avec la séparation de la source de l'urine. Et nous ne parlerons plus des eaux usées, mais plutôt des ressources, y compris l'eau, les nutriments, l'énergie, comme moyen clé pour construire des villes, des villages durables. Et oui, que les experts du monde entier diront l'agence de l'OCE Normandie a joué un rôle principal pour transformer cette vision en réalité. Merci beaucoup de votre attention.